Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milon, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Bonjour Daniel, comment vas-tu ? Bonjour Romain, écoute, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Ouais, très bien, merci beaucoup. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Alors sans attendre, je te propose de te présenter. Dis-nous qui tu es et ce que tu faisais avant de rejoindre l'univers blockchain. Qui j'étais, j'étais plusieurs personnes, mais si on veut commencer un peu l'histoire au tout début, j'étais d'abord un étudiant à l'université. Comme beaucoup de personnes, j'ai fait l'université, j'avais fait au début des années 2000, et en fait l'objectif que j'avais au départ n'était pas du tout lié à la blockchain, hein, puisque la chose n'existait pas encore. C'était pour faire des jeux vidéo. Puis en restant au niveau de l'université, j'ai découvert qu'en fait l'informatique était beaucoup plus intéressante que juste faire des jeux vidéo, notamment l'algorithmique, les réseaux peer-to-peer, les réseaux de routage. Je trouvais ça passionnant et donc j'ai décidé de faire une thèse dans l'algorithmie des réseaux avec Dominique Barthes, que je salue s'il écoute ce podcast. Et durant cette période dont la thèse portait en fait des alliances que pourraient avoir les opérateurs télécoms, je suis tombé sur différents thèmes, notamment les thèmes des blockchains, donc le fameux white paper de Satoshi. Et j'avais étudié ces choses-là comme beaucoup de choses qui ont été étudiées au fur et à mesure du temps. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini ma thèse. Donc je suis arrivé sur le monde du travail. Euh, la blockchain n'était pas quelque chose sur lequel on pouvait vraiment travailler à l'époque. Donc du coup, j'ai commencé à travailler pour la conception d'outils métiers, de ce qu'on appelle les ERP, la conception de CRM sur mesure pour les entreprises. Et donc du coup, inévitablement, au bout d'un moment, je me fais remarquer par une école qui en fait s'occupe en fait de la formation pour les gens au niveau du web. C'est une grande école qui s'appelle Ethic. Ils ont besoin d'un intervenant pour enseigner ce qu'est Internet, comment il fonctionne, l'algorithmie, toutes ces choses-là. Moi, j'accepte. Je trouve ça passionnant. J'ai donc le plaisir d'enseigner l'open source, d'enseigner les réseaux TCP/IP, toutes ces choses-là dans cette école-là. C'est quelque chose que j'avais déjà fait à l'université. C'est quelque chose que j'avais fait à l'université depuis très tôt, puisque j'avais mis en place les C2I dans ma fac. Et donc au bout d'un moment, on arrête l'aventure avec Ethic. Je décide donc de monter mon agence avec quelques anciens et quelques anciennes. Et je m'intéresse à ce moment-là beaucoup plus à la blockchain. Je m'intéresse parce que de temps en temps, comme ça, on a des demandes, on a des petites interrogations de la part du client au niveau du Web3. Donc je me rends compte que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. C'était il y a 2 ans. Je cherche à me former à ce niveau-là, puisque je regarde la documentation, mais il s'avère que pendant ce moment-là, je touchais le chômage. Et donc j'en parle à Pôle emploi, qui me dit qu'il y a une école qui fait ça. J'ai même la possibilité de me faire financer par Pôle emploi pour la formation, et donc c'est l'école Alira. Je la rejoins donc pour faire la formation de développeur blockchain, un véritable coup de foudre intellectuel, hein, au niveau de la techno, au niveau de l'école, au niveau de la manière avec laquelle elle s'organise et s'articule. Et à ce moment-là, quand je finis ma formation, j'en parle directement avec l'équipe, avec laquelle j'avais déjà eu l'occasion d'échanger longuement. Je lui explique, voilà, j'ai fait directeur pédagogique dans une école pendant 8 ans, enfin enseignant et directeur pédagogique dans une école pendant presque 8 ans. Est-ce qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble? Ils disent oui, moi je suis ravi. Et donc je suis directeur pédagogique chez Alira depuis maintenant plus d'1 an. Très intéressant, très intéressant. Alors du coup, on voit que tu as eu déjà une première expérience dans ce domaine pédagogique. C'est quelque chose qui te tient à cœur, du coup, la pédagogie? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans maintenant, j'ai calculé, hein, depuis que j'avais commencé à encadrer le C2I à mon université, donc à recruter les tuteurs, à préparer les plannings, à préparer le programme, puisque au C2I, il y a 20 ans, il n'y avait rien, hein. Depuis 20 ans, je fais de la pédagogie, donc soit sur le terrain directement, comme intervenant, j'ai fait des milliers d'heures, j'ai même pas compté le nombre d'heures que j'ai fait en tant que professeur, donc soit en amphithéâtre, soit en TP, soit en salle, en attaché de cours ou en professeur magistral. Euh, Puis, au bout d'un moment, ce qui arrive très souvent à l'université, dans beaucoup d'écoles, en fait, au bout d'un moment, quand on fait partie des meubles, on ne fait pas que enseigner, on organise l'enseignement des autres aussi. Et c'est ce que je fais au quotidien aujourd'hui chez Alira. Donc, effectivement, c'est mon activité première. Après, si j'enseigne les technologies, les réseaux Internet, le web aussi, hein, parce que j'enseigne le web aussi, c'est aussi parce que c'est une passion.
C'est-à-dire que globalement, je fais partie de ces enseignants qui ont besoin, et je le fais encore aujourd'hui, hein, il y a un jour par semaine où je travaille sur des projets blockchain pour être dans le coup, comme on dit. Et Mhm. effectivement ne pas être complètement hors sol. Et quand on enseigne, en fait, on enseigne aussi parce qu'on est sur le terrain et on sait ce que c'est. D'accord. Tu nous disais tout à l'heure que quand tu as créé ton agence, tu as des clients qui t'ont demandé justement de, bah voilà, peut-être de les aider à mieux comprendre le Web3, à démystifier tout ça. Du coup, est-ce que c'est de cette manière-là que tu es rentré dans l'univers blockchain? J'imagine que tu avais déjà des connaissances aussi du fait de tes études, de ce que tu avais fait auparavant, mais vraiment, voilà, qu'est-ce qui pour toi a été le Mm. point de bascule et la rentrée dans cet univers? Je sais pas si j'ai vraiment le droit de nommer le client, donc je vais pas le nommer dans le doute. Mais effectivement, il y a eu cette question qui avait été très 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 soudaine, puisque on était vraiment dans la conception d'outils Web 2 très classiques. Et il y a eu cette question très soudaine qui est de se dire voilà, mais est-ce qu'on peut aussi identifier par un wallet, est-ce qu'on peut avoir un token associé à notre projet? Bon, dans la réalité, il s'avérait qu'on l'a pas fait puisque ça faisait pas sens. Mais j'avais été très agréablement surpris de la demande. Parce que globalement, dans l'idée, quand j'avais étudié la blockchain de manière très académique, de manière très scientifique. Pour moi, mon rôle, c'était vraiment de savoir est-ce que cryptographiquement, c'était intéressant, ce qui était le cas. Est-ce que d'un point de vue utilité, fonctionnalité et nouveauté, innovation, il y avait quelque chose? La, la réponse était oui. Et donc d'un point de vue scientifique, je me suis intéressé à ça et sans plus, très académique. Euh, Lorsque effectivement les technologies des smart contracts s'est déployées, donc quelques années plus tard, bah, c'était pour un usage très très précis et dans ma mentalité à moi, dans mon imaginaire, qui était bien sûr un peu faux, hein, j'étais parti du principe qu'il n'y a que les crypto-natifs qui s'y intéresseraient. C'est-à-dire que tout projet qui utiliserait la blockchain sera un projet qui naît au sein de la blockchain. Euh, N'étant pas professionnel de ce milieu-là, n'étant pas technicien, développeur blockchain à ce moment-là, bah, je me dis, bah voilà, je vais faire du Web 2, je sais très bien faire ça, je l'ai enseigné, du Web 1, du Web 2 très classique. Et donc les clients que je vais avoir ne vont jamais se poser, ils vont même pas avoir conscience que ça existe. Au moment où je me suis rendu compte qu'ils avaient conscience que ça existe, très très peu, hein, c'est quand même, enfin je vous parle quand même d'il y a 2 ans, hein, de 2 ans, 3 ans, au moment où ils disent que ça existe, je me dis ok d'accord. Ça veut dire que si un non crypto-natif s'y intéresse, c'est qu'en fait il y a un véritable virage qui va avoir lieu. Il y a une véritable tempête qui va s'abattre sur le monde numérique et qu'en fait il va y avoir le coup de feu qui va être lancé par quelqu'un et son concurrent va dire merde, mon concurrent fait du Web 3, il faut qu'on le fasse aussi. Et donc il y a un effet avalanche comme ça, un effet domino qui va se réaliser. Et je suis intimement convaincu encore aujourd'hui que ce sera le cas, qu'il est déjà lancé d'une certaine manière. Et donc du coup je me dis mince, il faut que je me forme à ça, premier point. Puis deuxième constat très fort, il faut qu'on forme la France à ça. Ça veut dire que l'écrasante majorité des développeurs web sont totalement ignares en ce qui concerne le Web 3. La France a un certain retard. Je pense que la France a un certain retard vis-à-vis de ça, dans les mentalités, dans les technologies, dans les savoir-faire. Et donc du coup, je me dis mince, là il y a un certain retard. Il y a quelque chose que je sais faire et pour lequel j'ai longuement excellé, c'est transmettre la connaissance de manière massique. Donc il faut que je le fasse. Et il faut que je travaille avec Alira et Alira a la même ambition que moi et j'ai la même ambition qu'Alira. C'est vraiment effectivement d'alimenter l'écosystème de professionnels compétents et prêts, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue conseil, d'un point de vue consulting, d'un point de vue expertise en finance décentralisée, puisqu'on a une formation entièrement dédiée à ça. Et donc ce véritable besoin criant, actuellement on travaille même avec la mairie de Paris pour former des développeurs pour cet objectif-là. D'accord. Alors, tu as un peu devancé ma future question puisque tu as commencé à parler justement de Ah. d'Alira et des formations, mais peut-être tu peux nous dire un peu plus sur Alira et sur les différentes formations que vous proposez, à qui vous vous adressez. C'est intéressant, je pense, pour nos auditeurs d'en savoir un peu plus. Ben, bien sûr. Alors, globalement, il faut bien avoir conscience qu'Adera s'adresse à des professionnels. C'est-à-dire des gens qui, en quelque sorte, ont déjà un métier ou déjà un bout de métier. Et en fait, l'objectif qu'on a, c'est d'upgrader ces gens-là avec des formations en 12 semaines. Et ce sont des formations qui sont basées sur du cours du soir. Donc, on peut pratiquer ces formations en même temps qu'un travail à temps plein ou à mi-temps. Et globalement, il y a 3 grands axes. Il y a l'axe historique qui est développeur blockchain, qui à mon avis est l'axe qui sera indémodable et qui restera jusqu'à la fin des temps d'Alira. On prend des développeurs web, des gens qui sont capables de faire un site web, et on leur dit écoute, maintenant que tu sais faire un site web, bah, il faut maintenant que tu en fasses un site web 3. Donc on va t'apprendre à faire un smart contract, on va t'apprendre à le sécuriser, à l'optimiser, à faire des fonctionnalités qui font sens, et puis brancher ton interface web dessus. Donc avec du JS, hein, tu vas brancher tes fonctionnalités, tes boutons, tout ce que tu veux
sur une base de données classique, mais aussi sur ce fameux smart contract, puisque c'est ça ce qu'on appelle le Web3, c'est l'interfaçage d'une interface web ou d'un applicatif mobile à un smart contract, tout simplement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Aujourd'hui, sur cette formation, vous formez sur quel type de langage informatique vous utilisez essentiellement le Solidity? Pour l'instant, on est sur les technologies EVM, tout à fait. Donc les technologies qui sont liées à l'écosystème Ethereum. Donc en fait, tout ce qui fonctionnera avec un MetaMask pour les auditeurs. Si vous avez un MetaMask ou un wallet équivalent et que vous êtes branché sur Ethereum et toutes les sidechains d'Ethereum, que ce soit Polygon, Avalanche et compagnie, enfin l'Avalanche C. Donc si effectivement vous êtes ou la BSC, si vous êtes branché là-dessus, on est sur des technologies Ethereum qui sont des technologies sur Solidity, donc le langage de programmation utilisé. Très rapidement, nos développeurs ont de la curiosité et vont parfois s'intéresser à d'autres types de langages. Et on envisage dans un avenir assez proche de faire des modules sur les autres types de langages qui portent effectivement du Rust par exemple pour les écosystèmes de Polkadot et compagnie. Il faut bien avoir conscience aussi que le plus difficile à mon sens, c'est de faire comprendre la notion de smart contract à un développeur parce que c'est un véritable changement de paradigme. Après, par la suite, j'ai tendance à dire qu'un autre langage, c'est une affaire de syntaxe. Une fois qu'on a compris la première étape, c'est beaucoup plus simple de se rendre multilingue, de se rendre plurilinguistique. Les deux autres formations qu'on a sont des formations qui sont non techniques, celles-là. D'abord, la formation consultant blockchain, qui a un véritable succès. J'ai une très grande fierté, éditée et écrite par Bastien Aballard, pour lequel j'ai une très grande admiration et une très grande amitié, que je salue s'il nous écoute, et qui en fait est une formation qui est destinée à toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément un profil technique, mais dont leur métier consiste à conseiller et accompagner des entreprises ou à prendre des décisions, et pour lesquelles en fait ces personnes-là, elles voient et elles estiment que la question de la blockchain, la question du Web3 va inévitablement devenir critique et fondamentale pour les années à venir en ce qui concerne l'innovation numérique et la transition numérique. Ces gens-là vont donc du coup avoir besoin de comprendre. Donc c'est une formation très généraliste mais très en profondeur. C'est-à-dire qu'on creuse chacun des aspects de la blockchain de manière relativement profonde, mais on aborde tout. Donc financier, juridique, conceptuel, philosophique aussi, beaucoup de la philosophie, puisqu'effectivement les technologies blockchain s'accompagnent d'un véritable aspect philosophique qui est souvent méconnu. Et ça dure aussi 12 semaines. Et à la fin, nous avons des consultants blockchain. Alors on en a diplômé il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Donc on a sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, les apprenants, il y en avait une soixantaine qui exposaient très fièrement leur petit parchemin qui est inscrit dans la blockchain aussi, puisque on joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que les certifications d'Alera sont ancrées dans la blockchain par BC Diploma, qui est une entreprise française qui fait ça extrêmement bien, et on est très très fiers de travailler avec eux au quotidien. Et la troisième formation est finance décentralisée, qui effectivement a profité de l'essor spontané et très puissant de la finance centralisée dans l'écosystème Ethereum, puis par la suite dans les autres écosystèmes. Et on a eu de plus en plus de personnes qui se disaient voilà, moi j'ai vraiment envie d'investir dans la finance centralisée, de l'utiliser, soit professionnellement, soit à titre individuel. Très souvent à titre individuel, c'est notamment. Et on a une moyenne d'âge qui est assez élevée, c'est-à-dire que globalement on a une moyenne d'âge de quarantaine d'années, donc des personnes effectivement qui sont vraiment en train de s'interroger de comment investir leur argent. Et on a des professionnels de l'investissement, des professionnels du conseil en patrimoine notamment, qui disent j'ai envie de pouvoir conseiller à mes clients de la finance centralisée, des produits financiers automatisés, et j'ai pas envie de faire ça n'importe comment, donc je veux me former sérieusement. Donc pareil, 12 semaines intensives avec des experts de l'écosystème. C'est Emmanuel Dana qui en est l'auteur, plus connu sous le nom de Manu Red Pills sur Twitter. Il s'est fait connaître en distribuant à la communauté entière un très grand document sur les airdrops, et il anime notamment des émissions chez Cryptomatrix, donc l'écosystème blockchain français le connaît très très bien, c'est une petite star, et il a fait Alira au départ, il a été dans les formations d'Alira au départ, voilà, c'est un ami maintenant, et on échange régulièrement là-dessus. Voilà. C'est trois grands piliers d'Alira actuellement. Ce sont des formations qui sont certifiantes, donc du coup tous les financements CPF de la région Pôle Emploi sont compatibles avec ce format-là. Et on a actuellement, au bas mot là, actuellement on a un peu plus de 200 apprenants actuellement dans les tuyaux. Ça commence à devenir une partie de notre vitesse de croisière, 200 apprenants en permanence sur les trois formations qui commencent à peu près en même temps et qui finissent à peu près en même temps. Vous faites combien de cycles de formation par an? J'imagine comme c'est des formations tu disais 3-4 cycles.
Ouais, d'accord, 3 ou 4 cycles. Je voulais savoir combien d'étudiants vous aviez formés depuis le début de la formation, en fait. Enfin, depuis le début de l'école même. Alors, depuis le début de la formation, il y a plus de 1000 apprenants qui sont passés par la formation, qui ont passé et qui sont actuellement en formation. Donc, on a atteint le chiffre 1000 il y a pas longtemps et on en est voilà très émoustillé, si j'ose dire. Donc, on a effectivement plus de 1000 personnes qui ont touché à l'IRA, qui ont fait une de ces formations. Alors, il faut bien avoir conscience qu'il y a d'autres types de formats qui avaient lieu avant, hein. Il y avait des formats en 100% distanciel, c'est-à-dire que les gens se connecter quand ils voulaient et pouvaient mettre plusieurs mois à finir la formation. On a arrêté ce format-là parce qu'il était très très compliqué et pas aussi efficace qu'on aurait voulu. Il y avait d'autres formations qui étaient plus longues à une époque, hein, qui étaient des formations en 6 mois où on prenait un développeur de rien et on en faisait un développeur full stack et Web3. Donc c'était une véritable aventure humaine, hein, puisque former quelqu'un qui a quasiment pas de base à ce métier-là en 6 mois, ça tient du miracle, mais nous y parvâmes. Et donc voilà, on a à peu près cette valeur-là. En certifié, il y en a bien sûr moins, hein, puisqu'il y a plusieurs personnes qui, quand ils ont fini la formation, ne cherchent pas à se certifier puisqu'ils sont déjà aspirés par un projet. On a des personnes aussi, d'une certaine manière, qui avaient déjà des bagages, qui avaient déjà des diplômes, donc ils ne recherchent pas le diplôme. Donc une fois qu'ils ont fini la formation, ils ne cherchent pas à obtenir la certification. Puis on a naturellement, heureusement, une majorité de ces personnes-là qui préfèrent effectivement être certifiées, qui vont créer un projet en conception ou en réalisation POC selon les formations où ils sont, le présenter devant un jury de professionnels. Pour nous, c'est extrêmement important qu'un jury de professionnels extérieurs qui ne les connaissent pas les évalue. Et c'est, on va dire, l'activité qu'on fait à peu près plusieurs fois par an. Du coup, alors votre prochaine promotion commence à quel moment? Et est-ce qu'il a encore temps de postuler ou est-ce qu'il faudra attendre peut-être le cycle suivant? On en est où là actuellement? Alors ça sera en septembre après l'été. Puisque là, il y a quelques semaines, on a fini de faire rentrer les formations développeurs. On a fait rentrer ceux en DeFi d'avance, après consultants et après développeurs. Donc là, on va finir avec eux début de l'été. Et globalement, on va prendre quand même quelques semaines de pause pendant l'été. Tu vois, c'est plus simple pour tout le monde de profiter un tout petit peu du soleil et du beau temps. Et en septembre, on va avoir les promotions Rimberry qui vont démarrer en même temps. On va faire démarrer les 3 formations en même temps, de manière à faire bosser sur les projets finaux en même temps. En tout cas, on est en train d'organiser cela. C'est une nouveauté chez Alira et j'ai vraiment très à cœur de le mettre en place. Et donc du coup, il y a encore des places. Je ne promets pas qu'il y aura des places indéfiniment parce que ça se remplit très très vite. Et pour des raisons pédagogiques évidentes, on a un nombre limité pour chaque formation. Bien entendu. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, à tes yeux, est important quand vous sélectionnez justement des professionnels que vous allez former? Sur quoi vous jugez finalement et vous allez évaluer la possibilité de prendre ces gens en formation? Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous regardez lorsque vous choisissez vos candidats? Alors, 2 choses à dire. Il n'y a pas de prérequis pour la formation DeFi et consultant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de connaissances initiales. On peut avoir quelqu'un qui est même très très jeune et qui a peu d'expérience et qui peut suivre la formation consultant blockchain pour vraiment avoir une vision à 360 degrés et pertinente sur cet écosystème-là. Pour la formation développeur, inévitablement, on a quand même un minimum de sélection. Il faut que la personne soit développeur. Pour la faire simple, il faut que la personne soit capable de déployer un petit site web dynamique, donc branché sur une base de données. Il doit être capable de au moins savoir faire ça. Donc manipuler JavaScript de manière à un tant soit peu opérationnel, avoir quelques bases soit sur du Node.js, c'est ce que je conseille parce que c'est plus simple, soit éventuellement sur des technologies PHP. Moi en l'occurrence j'étais développeur Symfony quand j'ai rejoint la formation et ça s'est très bien passé quand même. Et avoir un esprit bien fait, une tête bien faite, avoir un tout petit peu d'HTML, CSS parce qu'il faudra faire une interface, il faudra au moins qu'elle ressemble à quelque chose, mais c'est pas primordial. Donc voilà, ça c'est pour les développeurs, donc être un développeur. Après, il y a un critère que l'on observe chez les trois populations et qui est primordial pour nous, qui est la chose la plus importante, c'est d'avoir l'esprit ouvert et d'être curieux. L'être humain, l'animal être humain, est un monstre de conformisme. Il est infiniment plus simple d'être grégaire et de dire voilà, je vais faire ce que tout le monde fait parce que comme ça je ne prends pas de risque. J'écris régulièrement sur LinkedIn à ce niveau-là puisque pour moi là, il y a quelque chose de problématique en France et dans certains pays, pas tous, mais dans certains pays, qui est une aversion démesurée au risque.
et de se dire je vais faire ce que je faisais hier parce que j'ai absolument pas envie qu'on me dise que j'ai fait une erreur et qu'on me dise mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans, t'aurais dû faire comme d'habitude. T'aurais dû faire comme d'habitude, c'est une maladie mentale. Ça, on ne devrait pas vivre dans une société où on dit en permanence aux gens tu devrais faire comme d'habitude. Les gens devraient tester, les gens devraient prendre des risques, innover, se dire voilà j'ai essayé ça, ça marche pas, on revient en arrière parce que ça marchait pas, mais en tout cas je l'ai essayé. Et en fait on cherche des gens comme ça. On cherche des gens qui ont une curiosité, qui se disent bah voilà mon métier c'était ça, peut-être que mon métier va changer avec l'arrivée de cette nouvelle technologie. J'ai envie d'en être sûr, j'ai envie de savoir si oui ou non, et j'ai envie du coup de comprendre ce monde-là. Si on a des gens qui veulent comprendre le monde qui leur entoure, Alira les reçoit à bras ouverts. C'est ça qu'on recherche. C'est des gens qui veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et c'est contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas la majorité des Français. La majorité des Français ne cherchent pas à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ils cherchent juste à avoir une vie sans problème. C'est pas grave, hein, c'est pas un drame, hein, je ne leur en veux pas. Mais ils cherchent juste à avoir une vie sans problème et comment je fais pour pas avoir d'emmerde. Donc inévitablement, quelqu'un comme ça est quelqu'un qui va être difficile d'accompagner dans une quête initiatique qui est celle de la blockchain. Merci pour ces points-là. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots aussi sur ton quotidien de responsable pédagogique chez Alira? Bon, on imagine que tu sélectionnes les étudiants, tu prépares les formations, il y a les plannings, il y a le choix des intervenants, mais voilà, grosso modo, c'est quoi ton activité au quotidien et qu'est-ce que tu fais aussi pour assurer que ta formation reste au niveau, que peut-être la veille que tu fais, etc. Ça, je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs. Directeur pédagogique est un métier qui est assez peu connu. Il n'y a pas une formation à l'université de licence ou de maîtrise en direction pédagogique, ça n'existe pas. Donc directeur pédagogique est souvent un métier assez hybride. J'ai le plaisir et la joie de faire beaucoup de choses dans mon métier, des choses très variées. Alors il y a effectivement les choses assez évidentes que tu cites, hein, donc gérer les plannings, sélectionner les intervenants, motiver aussi les intervenants et aiguiller les intervenants sur les bonnes positions, hein, c'est reconnaître ces intervenants et se dire tu serais parfait à telle partie du programme, je vais pas te mettre sur telle partie du programme parce que t'as pas le feu divin, t'as pas le feu intérieur qui fait que ça se passe bien. Donc c'est ça, c'est un travail de coaching, d'entraîneur de football, de placer les gens sur la bonne place au niveau du terrain. Ça c'est un premier point. Donc le planning, l'organisation pédagogique. Il y a tout ce qui vient du légal aussi, la certification, l'organisation des jurys, la sélection des jurys. La conformité, donc tout ce qui est par exemple les référentiels de qualité du ministère français qui est Calliope, puisqu'effectivement Alira a la chance d'être l'un de ces rares organismes de formation qui a réussi à décrocher la certification Calliope, puisque la moitié des organismes de formation ont disparu l'année dernière, hein, les gens l'ignorent mais c'est comme ça. Et donc du coup il y a tout ce qui est le suivi des apprenants, à chaud, à froid, l'accompagnement des apprenants, les adaptations pédagogiques au niveau des apprenants. Donc c'est quelque chose de très humain, puisque globalement, je leur fais une réunion de rentrée, je les accompagne semaine après semaine, je suis avec le formateur référent, leur interlocuteur privilégié pour les accompagner dans cette formation qui peut parfois être difficile pour eux, hein, soit parce qu'elle est exigeante et qu'ils s'attendaient pas à ça, soit parce qu'ils ont des difficultés familiales ou des difficultés professionnelles et que ils sont sur le point de décrocher parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour investir sur la formation, et donc du coup c'est mon but à moi, c'est de les accompagner, de les conseiller, éventuellement leur proposer d'arrêter parce que ça ils n'y arriveront pas, soit éventuellement leur donner un petit peu plus de temps si la chose est faisable. Donc il y a tout cet aspect-là, donc un aspect très humain d'accompagnement, d'organisation, de surveillance, de vérification. S'assurer que les bulletins sont envoyés en temps et en heure, qu'il n'y a pas d'erreur, s'assurer qu'au niveau des attestations et différents documents, tout est conforme et tout est légal. Donc ça, c'est ma responsabilité aussi. Et il y a un autre point qui est cela dit, beaucoup moins administratif et tout aussi et beaucoup plus épanouissant pour moi, qui est l'animation en fait de l'école. On est sur le Discord et on est sur la solution Discord, hein, que la majorité des auditeurs connaissent probablement, hein, puisque tous les projets blockchain sérieux ont un Discord. Et en l'occurrence, l'école étant 100% distancielle, j'ai oublié de le rappeler, hein, mais effectivement, l'école étant 100% distancielle, tout s'organise là-dedans. Donc, il y a une organisation de ce Discord. Donc, je suis d'une certaine manière animateur aussi du Discord, administrateur et modérateur. Et parallèlement à ça, on reçoit chaque semaine, parfois même plusieurs fois par semaine, des invités de l'écosystème, des professionnels, des présidents de projets, enfin des créateurs de projets, des
parfois aussi des gens de l'institution, hein, des gens du gouvernement qui viennent parler de la blockchain, qui viennent parler des technologies, qui viennent parler aussi, en gros, ce que tu fais, je le fais aussi chez Alira tous les lundis. On appelle ça le talk Alira. Alors c'est réservé aux apprenants et aux anciens. Mais néanmoins, en fait, une fois que le talk est fini, on le diffuse en mode podcast tout aussi également. Parce que pour nous, c'est important que ces témoignages-là circulent et qu'on démystifie cette image qu'on a du niveau de la blockchain où un imaginaire s'est créé en disant qu'il n'y a que des geeks finis ayant des problèmes relationnels enfermés dans leur cave qui sont à la blockchain. C'est totalement faux. C'est profondément faux. Ce sont des gens curieux, ce sont des gens qui sont peut-être un peu visionnaires, mais qui ont une véritable philosophie saine de vie, qui s'intéressent généralement à la blockchain et qui se disent voilà, le monde pourrait être meilleur. Donc pour changer un monde, il faut changer d'outil. Donc est-ce que cet outil me permet de rendre le monde meilleur? Et ce sont des techniciens, ce sont des non-techniciens. Faut pas oublier que, à l'instar du web, aujourd'hui dans le web, 90%, 80% des gens qui bossent dans le web ne sont pas des développeurs. Ce sont des web designers, ce sont des gens en marketing, ce sont des gens dans la vente, dans l'achat, ce sont des gens dans les relations, ce sont des gens dans plein de métiers qui travaillent dans le web et pas forcément des développeurs. Et ben pareil, au niveau de la blockchain, j'ai l'intime conviction, c'est même pas une intime conviction, c'est une certitude mathématique que les gens qui travailleront demain dans un écosystème blockchain épanoui seront en grande majorité non techniciens, non développeurs, et c'est normal. Parce que il est bien mignon de construire l'application, mais après il faut la faire vivre et il faut la faire fonctionner, et c'est pas des développeurs qui font ça. J'ai un peu divagué, j'ai un peu allé à droite et à gauche. Romain, j'espère que tu ne m'en veux pas, mais je pensais que c'était important que cela soit dit. Non, non, pas du tout. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Du coup, tu parlais du talk Alira. Alors, je sais que tu croises beaucoup de personnes de l'écosystème. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être la personne qui t'inspire le plus aujourd'hui, et voilà, peut-être quelqu'un que tu as déjà reçu ou pas, mais et pour quelle Wow. raison? Les petits coups de cœur. Oui, Alors, exactement. dans les petits coups de cœur, j'en ai eu un. Ça a été le talk le plus long de l'histoire d'Alira. Je me suis promis de pas en faire un aussi long parce qu'il s'avère que c'était trop long entre guillemets, mais on a passé un moment merveilleux. C'était 3 heures et c'était avec Alexandre Stachenko, pour lequel j'ai un énorme respect pour son travail et son parcours, qui a parrainé l'école Alira à sa création. Hein, il était parrain à la création. Et effectivement, il faisait partie des premiers invités puisque ça fait un moment que je lui avais demandé. Et on a fait 3 heures de talk. C'était un moment merveilleux. Et donc c'était un véritable échange, donc c'est enregistré, hein, on peut le réécouter. Bon, il faut avoir 3 heures devant soi, mais vous pouvez faire ça pendant que vous faites le ménage, par exemple. Euh, et en l'occurrence, voilà, ce fut un talk qui fut merveilleux. Un autre talk que j'ai tout particulièrement apprécié, c'est celui de Gérard Dréan, qui est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'affection et d'amitié, qui est un polytechnicien, ancien directeur de formation chez IBM, plus de 80 ans, je ne vais pas donner son âge exact par courtoisie, et qui effectivement est passionné par la blockchain, notamment par l'écosystème Cardano, et il est la démonstration flagrante et évidente qu'on peut avoir un certain âge, on peut avoir de l'expérience et ne pas être enfermé dans ses carcans philosophiques et mentales, et qu'on peut être passionné par la blockchain, même si on est âgé, qu'on peut être passionné par les nouvelles technologies, peu importe l'âge qu'on a. Pour moi, c'est un monument, c'est un véritable symbole d'intelligence. J'adorerais à son âge avoir la clairvoyance et la clarté d'esprit qu'il a au quotidien. Après, il y a eu Sébastien Gouspillou, que j'aime beaucoup, qui est un ami qui est effectivement passé aussi par le Talk Alira, avec qui on a passé un très très bon moment. Yurick de Moonbeam aussi, il y a pas longtemps. Euh, il y a Bettina d'Ethereum France, qui est l'exemple même de la personne qui n'était pas du tout technicienne, qui est tombée comme ça parce qu'elle avait des amis d'amis d'amis dans la blockchain, et qui est maintenant un acteur important d'Ethereum France, et qui est l'exemple même de n'importe qui peu importe son origine, peut bosser dans la blockchain et en être épanoui et efficace. Du coup, comme j'ai commencé une liste, j'ai peur d'en oublier certains qui pourraient s'être froissés. Mais voilà, disons, on a toujours passé des bons moments. Et effectivement, il y en a quelques-uns, voilà, que je vais pas citer parce que je ne sais pas s'ils ont envie
qu'on sache qu'ils ont passé par le talk à l'IRA, mais on a voilà des gens du gouvernement, des fonctionnaires qui effectivement sont sensibilisés à la question de la blockchain, qui travaillent d'arrache-pied au sein de leurs organisations pour faire comprendre qu'il y a un véritable enjeu technologique. Euh, et voilà, on a comme ça une fracture sociale très importante en France, qui est voilà, pendant que le Sénat américain aborde très sérieusement la question de comment l'État peut aider les entreprises blockchain à remplir les nouveaux objets technologiques, enfin les nouvelles innovations technologiques et économiques. Voilà, quand tu as des pays qui accompagnent très sérieusement ces entreprises-là parce qu'ils savent que c'est une partie de l'avenir. En France, c'est pas encore le cas. Je n'ai pas vraiment le souvenir que la France accompagne très sérieusement ces innovations-là, alors qu'elle devrait. C'est le pays des Lumières, et un pays en lumière doit accompagner et doit avoir la clairvoyance suffisante et nécessaire pour savoir tourner des pages. Merci pour cette belle liste. Je pense pas que ceux que tu n'as pas cités se froisseront, au contraire. J'espère. Et du coup, alors, est-ce que tu sais finalement dans 10 ans, alors désolé, ça demande un effort de projection qui est pas simple, mais pour toi, notamment à travers voilà toute la communication que tu peux faire, notamment sur LinkedIn, le fait que tu défends beaucoup l'écosystème, ton travail et ta forte implication chez Alira, pour toi, finalement, dans 10 ans, on aura réussi, si quoi, à installer l'univers blockchain. 3 aspects. Au niveau de la formation, Alira aura réussi sa mission et je pense qu'en fait la France aura réussi sa mission quand il y aura plusieurs écoles qui feront ça. Ça veut dire quand il y aura plusieurs écoles qui forment à la blockchain. Voilà. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'écoles qui forment aux technologies web. Dans un pays où il n'y a qu'une seule école sérieuse qui forme à une technologie, c'est qu'on est à ses balbutiements. Quand il y en aura plusieurs, de qualité variée, proposant éventuellement des choses qui ne sont pas directement en concurrence frontale, ça veut dire que dans ce pays, on enseigne la blockchain comme n'importe quel autre métier. Donc je pense que le jour, et je pense que dans 10 ans, ça sera le cas, j'en ai même l'intime conviction, c'est ça aussi qui m'anime au quotidien. Je pense que dans 10 ans, quand un jeune enfant, un jeune adulte de 21, excuse-moi, de 18, 19 ans se dit maman, j'ai mon bac, je veux bosser dans la blockchain, les parents disent ah bonne idée mon chéri, c'est bien, on va chercher une bonne école pour ça. Et pas qu'on lui dise arrête, c'est spéculatif, c'est de la pollution, c'est de la pédocriminalité. Enfin, voilà. Quand on aura déjà traversé cette barrière mentale forte, voilà, que la technologie blockchain soit une technologie comme une autre, et qu'après les usages éventuellement illicites soient vus comme n'importe quel usage illicite. Voilà, c'est quand un jeune adulte veut faire du web, ses parents lui disent pas mais arrête, c'est du hacking, c'est de la pédocriminalité, c'est exactement ce qu'on disait il y a 20 ans pour Internet. Moi j'ai vu ça, j'ai vu des amis à moi à l'université qui disaient je veux faire de l'informatique parce que voilà, c'est important. Par contre, mon père m'a dit de me méfier sur Internet. Voilà, on disait aux gens méfie-toi d'Internet, c'est dangereux. C'est bizarre. Moi, aujourd'hui, quand on dit méfie-toi d'Internet, parce que quand on dit ça à un enfant de 10 ans, 20 ans, de 10 ans, 12 ans, parce qu'on n'a pas envie qu'il tombe sur n'importe quel type de contenu. Mais à un adulte, on ne lui dit pas méfie-toi d'Internet. Quand on arrivera déjà à ne plus avoir peur de l'inconnu, ça, déjà, c'est un premier pas. Donc, on dit d'un point de vue éducatif. Le deuxième autre point, c'est quand l'usage sera totalement transparent. Je fais partie de ces gens-là qui ont l'intime conviction que de manière directe ou indirecte, demain, tout le monde aura un wallet. Voilà. Soit directement lié à son Facebook, soit lié à son compte Gmail ou son compte Google, soit lié à son hardware. Donc dans son smartphone, il y a l'option wallet hardware, et donc du coup, voilà, il se verrouille automatiquement s'il n'y a pas de la biométrie ou j'en sais rien pour des raisons de sécurité. Je ne sais pas quelle solution sera adaptée, mais toute authentification se fera par du Web3. J'en ai une conviction. Et on aura même un changement de paradigme au niveau de l'exigence des gens qui va changer. Il y a, on va dire il y a 25 ans, quand on commandait quelque chose par la Redoute, voilà, on ouvrait le magazine, on commandait une paire de chaussettes, on passait un coup de fil pour commander sa paire de chaussettes, et voilà, on avait commandé sa paire de chaussettes, on envoyait un chèque où on payait d'une quelconque manière, puis voilà, on attendait sa commande, on attendait son livraison, et on espérait que ça soit bien pris en compte. Aujourd'hui, il est inconcevable, inimaginable, Romain, que tu te connectes sur un site web, tu passes commande et tu reçois pas un mail de confirmation. Si tu reçois pas un mail avec ta commande,
Si quelque part dans ton interface, tu ne vois pas ta commande dans ton historique avec marqué livraison en cours ou quelque chose comme ça, tu n'étais pas bien. Tu t'es fait arnaquer, tu t'es fait voler. Il n'est pas concevable pour un consommateur aujourd'hui de ne pas recevoir un mail de confirmation ou de ne pas avoir une trace sur l'interface de sa commande. Ce n'est mentalement pas concevable. Et ça, cette exigence de consommateur tout à fait légitime était impensable il y a 20 ans. Et ben du coup, dans 10 ans, il sera inconcevable, impensable, que quand tu passes une commande, quand tu fais un virement important, ou quand tu fais l'achat d'une maison, ou quand tu passes une certification, ou quand il se passe quelque chose d'important dont tu désires avoir trace numérique, ça ne soit pas inscrit dans une blockchain quelconque. Qu'elle soit sur mesure spécialisée pour ça. Il y aura peut-être une blockchain qui ne servira que pour les commandes de telle entreprise, ou pour les commandes de tel groupe d'entreprises, ou ce que je souhaite de tous mes voeux pour toutes les commandes. Voilà, c'est une blockchain qui est spécialisée dans l'inscription de commandes. C'est haché, c'est chiffré pour effectivement garder la confidentialité des gens, mais c'est ancré quelque part. Parce qu'effectivement, les gens ont tendance à oublier, mais un mail c'est falsifiable, un site web c'est falsifiable, on peut faire un faux site web avec des fausses commandes et des choses comme ça, hein, c'est possible. Par contre, effectivement, quand on ancre sur la blockchain, il y a une adresse d'authentification qui l'a fait, et si effectivement les réseaux sociaux communiquent l'adresse de telle entreprise, qu'il y a une véritable entité derrière, ça rassure le client. Donc je pense qu'à un moment donné, l'exigence de transparence de la part des consommateurs arrivera au point où c'est pas dans la blockchain, c'est du mytho. Voilà, ça c'est une certitude. Et qu'en fait, à un moment donné, la notion de logging mot de passe, je pense que dans 10 ans, un logging mot de passe, c'est du Moyen-Âge. Quand on en parlera à nos enfants, ou à nos petits-enfants, et qu'on leur dira, tu sais, papa ou grand-père, à un moment donné, il tapait son logging et son mot de passe, on va se rire de nous. On va dire quoi? Un logging mot de passe? Mais c'est pas possible. Enfin, regarde papa, j'ai mon identificateur wallet, je me branche à tout avec ça. Et je suis développeur Symfony, donc je sais un peu de quoi je parle. L'authentification par Web3 est robuste à 1000 mesures au-delà de tout ce qu'on a là. Donc à un moment donné, on va plus se connecter que comme ça, on va plus utiliser les choses que comme ça. Et en voilà, oui, voilà, dans 10 ans, c'est le monde que j'imagine. Et si ce monde-là arrive, je pense, Romain, qu'on aura gagné. Enfin, pas qu'on aura gagné, mais que la Terre entière aura gagné. Merci beaucoup du coup pour cette analogie. Je pense que ça aidera nos auditeurs à comprendre. Voilà, je pensais pas qu'on allait parler de commandes de chaussettes aujourd'hui, mais voilà, les exemples les plus concrets sont souvent les meilleurs. C'est important, Romain, la commande de chaussettes. L'humanité en a besoin. Exactement. Écoute Daniel, il me reste à te remercier. Merci beaucoup pour ton temps, voilà, pour ta sincérité, ta franchise et tes prises de position dans cet univers. En tout cas, j'espère que ça aidera tous ceux qui aident ce podcast à franchir le pas et à être peut-être définitivement convaincus que la blockchain est l'avenir et que c'est voilà un tournant et un virage qu'il ne faut pas louper. Merci. Du coup, merci Romain pour cette invitation. C'est toujours agréable et important de pouvoir apporter la parole. Puis je finirai sur une conclusion très simple. Hein. Pour changer le monde, il faut changer d'outil. Je le dis en permanence sur les signatures de mes posts LinkedIn. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que mettez les mains dans le cambouis. Ça veut dire vous vous intéressez à la blockchain, installez un MetaMask ou installez n'importe quel type de wallet, achetez 5 euros de crypto et essayez, touchez, manipulez, voyez ce que vous pouvez faire avec. Ça mettez un tout petit peu les mains dans le cambouis. Il y a plein de tutos, il y a plein de petites choses qui vous permettent de savoir ce que c'est. L'erreur principale et la maladie de notre monde, c'est d'acheter des cryptos et de les garder dans un échanger et de se dire que je vais les revendre quand elles seront chères. On vit dans un monde qui a une maladie grave, qui est qu'on achète des choses en regardant le prix de l'étiquette et ne jamais regarder ce qu'il y a au bout de la ficelle. Les cryptos, c'est quelque chose qui sert. C'est une matière première numérique. Ça a une utilité, ce machin-là. Donc vous achetez quelque chose sans l'utiliser, vous passez à côté de la moitié de l'univers. Et même aujourd'hui, des gens qui disent j'adore les cryptos, machin et tout, c'est juste des gens qui en achètent et qui en vendent. C'est pas ça le Web3, c'est pas ça la blockchain. La blockchain, c'est être utilisateur de ce qu'il y a au bout de la ficelle. Donc, quand vous achetez quelque chose, regardez ce qu'il y a au bout de la ficelle. Voilà, ce sera ma phrase de conclusion, ma phrase de conclusion, Romain. Merci beaucoup, Daniel, et à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.